Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Zaouati. Comment tu vas, Philippe? Ça va très bien. Merci de cet accueil, Antoine. Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de sujets que j'ai abordés il y a un bon bout de temps maintenant et qui est primordial pour comprendre l'impact, pour comprendre notre transition et comprendre le monde de manière globale, à savoir la finance, l'investissement durable plus globalement. Donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, très content de parler de ces sujets-là aujourd'hui. Je vais démarrer bien entendu par savoir qui tu es. Donc qui es-tu, Philippe? J'ai 56 ans et ça fait une trentaine d'années que je travaille dans la finance. Et donc aujourd'hui, je dirige une société de gestion d'actifs qui s'appelle Mirova, qui est une société que j'ai créée en fait il y a 10 ans au sein du groupe Natixis avec un objectif qui était de montrer qu'on pouvait faire de la finance avec de très fortes convictions environnementales et sociales et faire bouger les lignes et utiliser la finance comme un outil pour rendre le monde meilleur. Donc c'était un vaste challenge qu'on a essayé de relever ces 10 dernières années. Avant de parler de Mirova, à quel moment tu décides de passer de sujets, on va dire classiques peut-être, je sais pas, à toi de me dire comment était ton parcours avant de créer Mirova il y a 10 ans, à la création de Mirova il y a 10 ans sur des enjeux plus environnementaux, sociétaux, avec impact surtout? Je crois que pendant très longtemps, comme beaucoup, hein, on se dit que on cloisonne nos vies en fait en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se dit on a d'un côté nos convictions et puis notre vie professionnelle. Et pendant très longtemps, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais des convictions très fortes, sociales, écologiques depuis toujours. J'ai notamment fait voilà, des actions associatives, politiques. Je me suis engagé politiquement. Mais tout ça était resté complètement déconnecté de mon monde professionnel. J'imaginais la finance comme un monde à part dans lequel on ne pouvait pas faire rentrer en quelque sorte ces différents éléments et ces convictions. Et puis est arrivé le moment de la crise financière de 2008, où là, effectivement, je pense que pour quelqu'un de normal, on va dire, un choc de ce type-là ne peut pas rester sans réponse. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on est confronté à des attaques, à des critiques très fortes qui nous disent ce que tu fais, ce que vous faites depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça qui nous amène dans le mur aujourd'hui, c'est ça qui crée de la crise, qui crée de la misère. Et donc, comment tu réagis par rapport à ça? Soit tu fais l'autruche et tu t'attends que les choses passent soit tu essayes de justifier en quelque sorte ce que tu fais. Moi, j'ai essayé une troisième voie qui était de se dire est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire changer les choses de l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de continuer à faire mon métier? Parce qu'en gros, je savais pas faire grand-chose d'autre. Enfin voilà, j'imaginais pas une transformation de vie. Certains peuvent imaginer une transformation de vie complète. C'était pas mon tempérament. Et donc, je me suis dit comment faire bouger les choses de l'intérieur et transformer la finance. Et donc, j'ai commencé à discuter avec beaucoup de gens qui avaient les mêmes types de réflexions à ce moment-là, et j'ai rencontré des gens qui étaient très positifs, hein, qui voulaient faire des évolutions, et puis d'autres au contraire qui freinaient les cas de fer et qui m'ont dit non, tu vas dans la mauvaise direction, tout ça, ça va détruire de la valeur financière, donc n'essaye même pas. Et en fait, c'est la confrontation avec ces deux éléments, hein, des deux côtés. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui aident, mais aussi c'est intéressant d'avoir des gens qui se confrontent pour le débat, bien vérifier qu'on sûr. va dans la bonne direction. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à la finance durable. Et puis j'ai, comme très souvent, parce que c'est un peu la façon dont je travaille, ça passe très vite par l'écrit. C'est-à-dire que j'ai besoin de mettre noir sur blanc en quelque sorte mes réflexions. Et donc assez vite, j'ai écrit un bouquin en 2009 qui s'appelait Investir responsable, en quête de nouvelles valeurs pour la finance. Et là, j'essaie de poser les choses en me disant voilà, c'est quoi le sujet? Comment est-ce qu'on fait pour transformer le monde financier? Dans quelle direction on va? Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Puis voilà, de là, on arrive à la création de Mirova quelques années plus tard. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous expliquer ce qu'est un gestionnaire d'actifs, pour ceux qui ne sont pas du coup dans le secteur? Alors, un gestionnaire d'actifs, alors je vais même compléter, on dit un gestionnaire d'actifs pour compte de tiers, parce qu'il y a des gens qui gèrent leur propre argent. Hein, donc, je sais pas, des family office, des gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple, ils gèrent leur argent à eux, et donc ils font les choix qu'ils ont envie de faire, et ils n'ont à référer en quelque sorte qu'à eux-mêmes.
La différence avec une gestion d'actifs pour compte de tiers, c'est qu'on gère l'argent des autres. Et c'est très important parce que il y a la séparation entre les deux est quelque chose finalement, d'un point de vue d'ailleurs de la réglementation financière, assez récent. Jusqu'à les années 80-90, on pouvait être une banque, gérer son propre argent, et en même temps, les mêmes personnes pouvaient gérer l'argent de la banque et les gens et de l'argent de leurs clients. Depuis maintenant quelques décennies, c'est plus possible. La réglementation nous a obligés à distinguer, à séparer les choses, et donc à créer une catégorie qui est la gestion d'actifs pour compte de tiers. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on recueille de l'argent qui vient de l'épargne, donc ça peut venir de l'épargne des ménages, des citoyens qui vont dans leur banque et qui placent leur argent dans des contrats d'assurance vie ou dans des fonds d'investissement, ou de l'argent qui vient de ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des compagnies d'assurance, des fonds de pension, et qui donc placent de l'argent avec l'objectif de payer des retraites plus tard ou de rembourser des contrats d'assurance vie dans le futur. Et donc cet ensemble d'argent, nous on le recueille et on va le placer. Et donc faire des choix d'investissement en mettant cet argent-là dans des entreprises ou des projets. Et donc c'est là où on va maintenant distinguer les choses et savoir quel type de projet on veut financer, parce qu'évidemment il y a un spectre extrêmement large de projets et d'entreprises qui sont disponibles. Et donc c'est ça le choix qu'on doit faire qui va distinguer les gérants, un gérant d'un autre gérant. Ok, bien sûr, on va venir sur toutes ces thématiques-là, comprendre sur quel type de secteur vous investissez. Ça m'intéresse aussi de comprendre exactement comment ça se passe. Pour reprendre aussi la base, merci pour cette explication sur les actifs ensuite que vous pouvez utiliser. Comment ça se répartit? Tu disais qu'il y avait une partie du coup individuelle, une partie un plus institutionnelle. Ensuite, l'investissement, il se fait de quelle sorte? En actions, comment ça se passe? Il va se faire avec les différents outils que les marchés financiers nous proposent, en fait, nous mettent à disposition. Il y a différents types d'actifs possibles, ce qu'on appelle des classes d'actifs. Donc on va pouvoir investir par exemple dans des actions, donc à travers les marchés boursiers, donc des actions des entreprises cotées en bourse. Donc on va investir dans des actions de très grandes entreprises ou d'entreprises plus petites mais qui sont quand même cotées en bourse. Et puis on va investir aussi dans ce qu'on appelle les obligations. Ça, ce sont des instruments de dette, c'est-à-dire que l'entreprise va emprunter de l'argent en faisant l'émission d'une obligation. Elle emprunte de l'argent auprès des investisseurs. Donc ça, c'est des obligations. Et puis, on va investir aussi potentiellement directement dans des projets. Par exemple, on va acheter des parts d'un projet d'énergie renouvelable, d'une centrale solaire, d'une centrale éolienne. On va acheter des parts d'un barrage hydraulique. On va acheter des parts d'un projet de flotte de véhicules électriques ou hydrogène. Donc là, on n'est plus actionnaire d'une entreprise où on prête pas à une entreprise, mais on est directement actionnaire d'un projet. Donc voilà un peu les différents types de possibilités. Et puis on a aussi ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire qu'on peut investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc des startups ou des entreprises qui sont en phase de croissance, qui avant d'être cotées en bourse ont besoin d'avoir des investisseurs privés. Donc tous ces outils sont à disposition et permettent d'avoir accès à des projets ou à des entreprises de nature différente, évidemment partout dans le monde et sur des secteurs très très différents. Par rapport VS les autres, enfin pas VS, par rapport aux autres gestions d'actifs pour compte de tiers, comment est-ce que vous vous situez? Quelle est votre différence sur les enjeux environnementaux, etc. Alors la différence, elle est assez simple, c'est que normalement un gérant d'actifs pour compte de tiers, son objectif, c'est d'apporter la meilleure rentabilité financière à ses clients. En essayant de limiter les risques, c'est-à-dire d'éviter les accidents, et donc ça c'est son objectif classique. Nous on a ajouté un objectif très important en plus de ça, qui est qu'on veut avoir un impact environnemental et social positif. C'est-à-dire que on ne va pas investir uniquement en recherchant la rentabilité ou la performance financière, mais on va essayer de déterminer quel est l'impact de ces projets sur le climat, sur la biodiversité, sur la nature, sur les inégalités, sur la qualité des emplois, sur les droits de l'homme, sur l'égalité homme-femme. Donc on va aborder l'ensemble de ces sujets-là, on va se faire une opinion des entreprises et des projets, et on va investir que dans des entreprises dont on pense que dont notre opinion est positive.
Donc, vous voyez que forcément, tu vois que ça peut avoir des impacts extrêmement forts parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas de secteurs dans lesquels on va pas investir, évidemment. Parce que notre objectif, c'est d'investir dans des entreprises ou des projets qui apportent des solutions pour un monde plus durable. Donc, on va essayer de regarder quels sont les grands enjeux aujourd'hui du monde qui nous entoure, quels sont les grands enjeux auxquels on fait face. Donc, évidemment, le changement climatique en étant essentiel, mais c'est pas le seul. Il y a évidemment toutes les problématiques de pollution, d'environnement, de dégradation des terres, de déforestation, mais il y a aussi des sujets sociaux dont je parlais avant. Donc on aborde l'ensemble de ces sujets-là et on va essayer de voir quelles sont les solutions à ces sujets et quelles sont les entreprises qui apportent des solutions à ces sujets et qui sont les mieux positionnées pour apporter ces solutions. Donc c'est effectivement de la recherche d'opportunités d'investissement, mais avec un axe qui est le développement d'un monde plus juste et plus durable. Donc, ce qui veut dire que évidemment, dans nos portefeuilles, on n'a pas de compagnie pétrolière, on n'a évidemment pas de tabac, pas d'armement, pas ce genre de choses-là, mais on n'a pas de compagnie pétrolière, pas de compagnie gazière, et on a probablement moins de secteurs financiers, en tout cas pas les secteurs financiers les plus spéculatifs. On va évidemment avoir beaucoup moins de chimie et plutôt de la chimie verte que de la chimie classique. On va avoir plutôt de la consommation durable, bio, que de la consommation tout venant. On va avoir plutôt de la voiture électrique que de la voiture thermique. Enfin voilà, c'est donc des portefeuilles qui finalement vont être quand même assez différents du marché tel qu'il est dans son ensemble. Quand vous allez créer un portefeuille directement, comment est-ce que vous attaquez le sujet? Par quel bout vous attaquez le sujet? En fait, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire d'abord essayer de bien comprendre quels sont les problèmes. À quoi on veut répondre comme question, hein. Si on se dit le problème aujourd'hui, par exemple, un problème important, c'est l'évolution de l'agriculture dans le monde et la déforestation, quelles sont les solutions qui permettent de régler ces problèmes-là? Donc ça peut être trouver d'autres sources de protéines, par exemple, et on va investir dans une boîte qui fait des protéines d'insectes, ou ça peut être trouver des alternatives aux intrants chimiques, et donc on va essayer d'aller voir s'il y a des entreprises qui développent des intrants organiques. Si vous considérez que le problème aujourd'hui c'est la consommation énergétique de l'industrie par exemple, et notamment des gros industriels comme l'aluminium et le ciment, vous allez dire est-ce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de produire du ciment à basse température, et donc je vais investir là-dedans. Donc c'est quoi les problèmes? Quelles sont les solutions? Quelles sont les entreprises bien positionnées? Et donc, c'est quand même un boulot d'investisseur. Je pense que je veux insister 2 minutes là-dessus parce que c'est pas un boulot de philanthrope ou d'ONG non, c'est un boulot d'investisseur. C'est-à-dire, au bout du bout, à la fin de notre travail, notre objectif est de trouver des cibles d'investissement intéressantes pour nos clients. Donc, des boîtes dont on pense qu'elles vont croître, qu'elles vont se développer, qu'elles vont avoir de bonnes performances et donc qu'elles vont potentiellement aussi apporter de la performance financière pour nos investisseurs. C'est ça notre job. Simplement, on le fait d'une façon différente et en n'ayant pas la performance financière comme simple œillère initiale, mais c'est à travers notre compréhension des enjeux et des solutions qu'on aboutit in fine à avoir effectivement un portefeuille d'actifs dont l'objectif est qu'il soit effectivement performant. Sur ces différents actifs, j'ai essayé de me faire mon travail, même si je suis pas un expert encore sur le sujet. J'espère le devenir après les 40 minutes avec les prochaines avec toi. Sur les différents sujets, on entend souvent parler de ESG, de label ISR, ce type de thématique-là. Est-ce que tu peux nous remettre la base sur ces deux parties-là? Peut-être c'est sur ça que vous vous basez aussi de votre côté. Et j'avais des questions sur la crédibilité de ce label ISR notamment et tout ce qui peut en découler. Alors il y a beaucoup d'acronymes. On est dans un monde où il y a beaucoup d'acronymes. Donc on parle de ESG, d'ISR. ISR, c'est un terme qu'on utilisait plutôt il y a 10 ans, qui est un peu tombé en désuétude. Bon, il reste le label ISR, mais on n'utilise plus beaucoup ça. Dans le monde anglo-saxon, on parle de ESG. Alors l'avantage de ESG, c'est que ça se dit de la même façon en français et en anglais. C'est vrai. Et donc du coup, on a un peu opté pour ça. Donc c'est les 3 mots qui veulent dire donc environnement, social et gouvernance. Donc c'est les 3 axes de la recherche. Donc on cherche des entreprises qui ont un impact environnemental positif, un impact social positif et qui ont une bonne gouvernance. Alors, il faut bien voir que c'est quand même un petit peu, les 3 sujets sont quand même assez différents.
E et S, en étant donc environnemental et social, on parle d'impact réel. Gouvernance, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc sur le ES, on parle de l'impact de l'entreprise vers l'extérieur, hein, de son environnement, de ses parties prenantes, alors que la gouvernance, on est plutôt en train de se regarder le nombril, enfin de regarder l'intérieur de l'entreprise. Est-ce qu'elle est organisée de façon suffisamment propre, correcte, vis-à-vis des règles, vis-à-vis de la réglementation? Est-ce que il y a une séparation des pouvoirs, un équilibre des pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise qui est correct? Est-ce que le partage de la valeur aussi est bien défini entre les salariés, les actionnaires, etc. Donc c'est ça les sujets qu'on regarde sur le sujet de gouvernance. Mais la gouvernance est un outil au service des impacts environnementaux et sociaux. C'est pour ça que je sépare un petit peu les deux. Donc l'ESG aujourd'hui, c'est très très largement généralisé, c'est-à-dire que en gros tous les grands gérants d'actifs mondiaux disent qu'ils font de la gestion ESG. Ça veut dire quoi? Enfin, c'est se baser sur ces critères-là, ou c'est un label, je comprends pas exactement le. C'est là où ça peut être très très ambigu, c'est que effectivement il n'y a pas de règles ou de définition. Okay. Si tu veux dire que tu fais de la gestion ESG, tu fais de la gestion ESG. Voilà, c'est juste du déclaratif. Hein. Simplement, ça veut dire quoi concrètement? Il y a un spectre évidemment très large, parce que tu peux faire de la gestion ESG pour des raisons extrêmement différentes. Tu peux faire de la gestion ESG, par exemple, uniquement parce que pour augmenter la performance financière de ton portefeuille. Si on considère que les sujets environnementaux et sociaux, progressivement, vont devenir de plus en plus importants, vont avoir de véritables impacts sur l'économie elle-même, sur le business des entreprises elles-mêmes, alors tu as tout intérêt à regarder les critères environnementaux et sociaux, parce que ça va améliorer la performance financière. C'est ce qu'on appelle la matérialité financière. C'est-à-dire que si je regarde par exemple les impacts physiques des événements climatiques sur mon business, j'ai intérêt à les regarder parce que c'est un risque pour moi. Ça peut détruire mes champs pour un agriculteur, ça peut avoir des conséquences sur mes usines parce que je vais pas avoir un manque d'eau par exemple à un moment donné ou un manque d'électricité à tel moment. Donc j'ai intérêt à regarder ces risques d'un pur point de vue de la matérialité financière. Et donc, il y a des gérants qui vont faire ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, parce que il y a des fois où on a des impacts sur la nature qui n'ont pas d'impact financier. Je prends un exemple très simple. Je fais de la déforestation. Je brûle quelques hectares de forêt amazonienne pour planter du maïs. Est-ce que le fait d'avoir détruit la forêt a un impact financier pour moi? Non. C'est gratuit. J'ai utilisé une ressource naturelle qui est gratuite. Donc, si je ne regarde que ma matérialité financière, je ne vais pas tenir compte de ça. Donc ça, c'est pas acceptable pour nous, gérants vraiment responsables. Donc nous, on regarde les choses avec ce qu'on appelle la notion de double matérialité, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur l'entreprise, l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc tout ça pour dire que la notion de ESG peut recouvrir des comportements et des types de gestion extrêmement larges, de comportements très proches de l'ancien monde à des gestions à impact. Et il n'y a pas de standard aujourd'hui mondial qui permette de différencier ça. Alors, quand je dis il n'y a pas de standard, il commence malgré tout à avoir des choses qui se développent. Alors, c'est quoi les choses qui se développent? Ça peut être des labels ou de la réglementation. Les labels, il y en a un certain nombre en Europe. Les deux plus gros aujourd'hui en Europe, c'est le label français, le label ISR, et le label Towards Sustainability, qui est le label belge. Le label belge est beaucoup plus exigeant que le label français. Parce que le label belge, par exemple, interdit d'investir notamment dans les énergies fossiles. Alors que le label français permet d'investir autant que tu veux dans les énergies fossiles. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que pour les épargnants, c'est difficile parce que un épargnant il fait confiance dans un label. Quand on va au supermarché et quand on prend un produit bio, on fait confiance, on se dit c'est bio. D'ailleurs, personne ne connaît exactement le cahier des charges du bio. On n'a pas été regarder exactement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, mais on a une relation de confiance. On se dit ok, c'est bon, c'est bio, je prends. De la même façon, si vous allez chez un banquier et vous dites je veux un fonds qui est labellisé ISR, il faut qu'il y ait cette relation de confiance, se dire, OK, si je prends ça, je suis tranquille, je pense qu'il y a des gens sérieux qui ont regardé derrière et que ce que j'achète là est un produit qui vraiment va dans le sens de la responsabilité du développement durable.
Or, malheureusement, le label ISR aujourd'hui est un label très peu exigeant, qui permet d'avoir des portefeuilles qui sont très proches du marché dans son ensemble, avec beaucoup d'énergie fossile, avec plus ou moins ce qu'on veut en fait. Les contraintes sont assez faibles. Et donc du coup, la confiance, elle est un peu rompue parce que quand un client se retrouve, prend un fonds labellisé ISR et qui regarde la composition et qui se dit mais il y a telle et telle entreprise il y a des compagnies pétrolières, il y a des chimiques, etc. dans mon portefeuille, mais c'est pas ce que je pensais. Moi, je pensais que j'avais acheté un produit durable. Donc il y a une problématique de transparence et d'explication aujourd'hui qui est pas là. Et donc voilà, je crois que c'est un travail qui reste malheureusement à faire et on est assez loin du compte. Mais comment ça peut arriver ce type de dérive là, de dire à la base ISR c'est censé, enfin la manière dont je le comprends, c'est censé être un peu durable, c'est parce qu'ils ont joué sur différents parties, plus sur la gouvernance, plus sur autre, enfin c'est quoi qu'est-ce qui fait que ça puisse je pense qu'il faut quand même bien voir que les choses ont beaucoup changé ces dernières années. C'est-à-dire que on peut pas, c'est difficile de juger aujourd'hui. C'est toujours difficile de juger à un moment donné ce qui s'est passé il y a 5 ans ou 10 ans. Or, le label ISR, il a été fabriqué en 2015, donc il y a 7 ans. Hein. On a travaillé dessus en 2015. Le monde a changé depuis 2015. Le marché a changé. C'est-à-dire que le label ISR tel qu'il était construit en 2015, il était pas très exigeant, mais il était malgré tout un peu en avance sur la moyenne du marché. C'était un peu mieux que ce que faisait la moyenne des gérants d'actifs. Donc, ça permettait de pousser les gens à aller un tout petit peu vers l'avant. Aujourd'hui, le marché lui-même, dans son ensemble, il a évolué. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde dit qu'il est ESG aujourd'hui. Donc, le marché lui-même, il a évolué, il a fait un pas d'avant. Et c'est tant mieux, hein, on peut que s'en réjouir. Mais du coup, le label ISR, il se retrouve en retrait par rapport à la moyenne du marché. Donc, un label, pour qu'il reste utile, un label doit évoluer en permanence et se recaler par rapport à l'évolution du marché. Regardez ce qui s'est passé. Tu regardes ce qui s'est passé sur les indicateurs de performance énergétique des machines à laver. Au début, on avait A, B, C, D, E, F, G. Puis à un moment donné, tout le monde était en A. Et donc, comme tout le monde était en A, ils ont créé les catégories A, A+, A++, A++. Voilà, le label évolue en fonction de l'évolution de l'ensemble du marché lui-même. Donc il y a pas de comment dire, il y a pas de volonté de volonté de malveillance. Enfin, non, c'est sûr. Je crois pas à des théories du complot ou il y a simplement le fait que il faut faire évoluer les choses et que là en l'occurrence elles n'ont pas évolué assez vite. Donc ça c'est les labels d'un côté, et les labels aujourd'hui effectivement on est assez pauvre aujourd'hui en Europe. Il y en a quelques-uns. Encore une fois il y a le label belge qui est assez intéressant. Nos fonds sont labellisés pour nous sur les deux labels. Il y a le label Greenfin aussi qui est un autre label français qui lui est un label très orienté développement durable. Alors là qui met des contraintes très fortes sur les entreprises dans lesquelles on peut investir, mais qui aujourd'hui représente une toute petite partie du marché, mais qui est très intéressant. Donc il y a des choses qui sont envisageables sur cette partie-là. Et puis à côté de ça, il y a la réglementation. Et la réglementation, et notamment en Europe, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et notamment, il y a une réglementation nouvelle en Europe depuis maintenant quelques mois qui demande aux fonds d'investissement de s'auto-classifier dans une catégorie, dans 3 catégories, à l'intérieur de l'une des 3 catégories, 3 catégories qui s'appellent, alors c'est un peu barbare comme terminologie, hein, mais ça s'appelle article 6, article 8 et article 9. Voilà. Bon, parce que c'est les articles de la loi qui correspondent à ça. Et donc, l'article 6, pour faire simple, c'est je ne fais rien, je ne m'intéresse pas aux critères environnementaux et sociaux. Hein, donc je fais de la gestion sans m'intéresser à ça. L'article 8, c'est je m'y intéresse, je les prends en compte, je les regarde, je m'en sers. Voilà. Mais je ne cherche pas fondamentalement à avoir un impact environnemental, social positif. Article 9, c'est je cherche à avoir un impact environnemental, social positif. Aujourd'hui, sur les chiffres de la fin de l'année dernière, la répartition, c'est à peu près les 2 tiers étaient en article 6, donc 2 tiers je ne fais rien, environ 30% en article 8, donc 30% je fais un peu, et puis 3% en article 9. Je cherche un impact. Donc voilà la répartition aujourd'hui du marché, sachant que une entreprise comme Mirova qui se spécialise sur le sujet, nous on est 100% article 9.
Donc on se positionne vraiment sur le côté complètement à l'extrême de ce marché-là. Ça c'est intéressant, même si c'est de l'autodéclaration pour l'instant. C'est quand même intéressant de voir où se positionnent les gérants, parce que à partir du moment où un gérant se positionne déjà article 6 ou 8, vous savez qu'il lui-même ne se voit pas comme un gérant à impact. Quand tu parles de ces pourcentages-là, tu parles en quantité d'actifs en nombre de traités fonds, ou en nombre de fonds. Okay, c'est en nombre de fonds. Je crois que c'est en nombre de fonds. Sur ces sujets-là, je vais parler aussi de la partie actif et des différentes industries. Qu'est-ce que vous allez vous prioriser pour faire évoluer que le financement l'investissement puisse aider au plus que ce soit les pays, je sais pas où est-ce que vous investissez exactement, si c'est mondialement, si c'est européen, si c'est France, etc. Qu'est-ce que vous allez prioriser comme type de secteur? Il y a peut-être des secteurs plus porteurs que d'autres pour toi, pour vous, pour vos ambitions. Il y a plusieurs choses. Enfin, il y a deux choses. Alors, sur les secteurs, moi je trouve qu'il y a deux grandes transitions quand même essentielles. C'est la transition énergétique d'un côté et puis la transition alimentaire de l'autre. Ce sont les deux grands piliers pour moi de l'évolution. Alors on pourrait rajouter un troisième élément qui est l'économie circulaire. Voilà ces trois éléments. Donc dans la transition énergétique, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que nos équipes travaillent sur la transition énergétique. Donc c'est évidemment toutes les énergies renouvelables, mais pas que. C'est aussi maintenant le développement de l'hydrogène vert. C'est aussi tout ce qui est mobilité propre avec les batteries, les flottes de véhicules, etc. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de la transition énergétique. La transition alimentaire, elle, c'est l'usage des sols. C'est comment on utilise les sols dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut les utiliser de façon plus durable pour répondre aux besoins de nourrir la planète et la croissance de la population de la planète. Donc ça nous dans les deux cas, aussi bien transition énergétique que transition alimentaire, moi je pense absolument essentiel d'investir au niveau global. Ce sont des sujets globaux, ce ne sont pas des sujets européens ou liés à quelques pays développés, ce sont des sujets globaux. Donc nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et les besoins, le plus gros des besoins aujourd'hui va être dans les pays en développement. C'est là que les besoins en infrastructure, c'est là que la population augmente, c'est là que les besoins en infrastructure vont augmenter, c'est là que les populations deviennent des populations de classe moyenne, des classes plus aisées, donc dépensent plus d'argent. Donc on a réellement besoin d'accompagner cette croissance et ce développement des pays émergents. Mais il faut le faire, je crois, avec une vision qui est une vision justement ce sont des enjeux globaux, on doit répondre aux enjeux globaux, et certainement pas d'une façon, j'allais dire, néocoloniale, c'est-à-dire c'est pas les acteurs du Nord qui doivent aller dire aux pays du Sud, voilà, on va vous expliquer comment il faut faire les choses et comment investir. En revanche, il faut allouer les capitaux dont on dispose aujourd'hui, et ces capitaux-là doivent être alloués beaucoup plus de façon globale, de façon beaucoup plus équilibrée que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les capitaux restent extrêmement concentrés sur les pays développés, alors que effectivement les besoins sont énormes. Alors ailleurs, donc la problématique, c'est que très souvent ces investissements dans les pays émergents comportent un certain nombre de risques et que les investisseurs ne veulent pas accepter ces risques. C'est pour ça que nous on a beaucoup travaillé sur la notion de ce qu'on appelle en anglais blended finance, la finance mixte, qui est en fait une idée de combiner de l'argent public et de l'argent privé, et d'utiliser l'argent public pour limiter le risque, en fait, prendre les risques les plus compliqués, les risques de devises, les risques pays, les risques juridiques, enfin les choses que les investisseurs n'ont pas envie d'accepter. Et donc l'argent public va prendre ces risques-là et ça va permettre d'apporter de l'argent privé au-dessus de cet argent public. Donc de combiner les deux pour accélérer et faire ce qu'on appelle un effet de levier et accélérer l'investissement. Donc ça, c'est des choses qu'on développe, qu'on a beaucoup fait sur des sujets de reforestation, d'agriculture durable et maintenant aussi d'énergie, notamment en Afrique. Tu parlais de la partie énergie juste pour savoir exactement à quel point vous poussez le curseur. Hein. Il n'y a pas de jugement dans la question que je vais poser, bien entendu. Si par exemple vous avez dans les pays en développement, hein, parce que là on focus pas sur les pays déjà développés, mais la possibilité d'investir, je donne des hypothèses sur du gaz, alors que le pays est full charbon.
ou je sais pas du nucléaire alors que le pays est full charbon. Comment est-ce que vous décidez quand même d'aller dedans en disant ça va dans tous les cas décarboner un peu cette industrie ou c'est pour vous pas le moment d'y aller ou comment est-ce que vous abordez le sujet? Bon, le nucléaire, le problème se pose pas vraiment parce que le nucléaire sont des investissements qui sont avec des horizons tellement longs qui dépassent nos horizons d'investissement. On est sur des horizons de 15, 20, 30 ans et qui en plus comportent des risques qui sont tels que aucun investisseur ne va réellement prendre, enfin, je veux dire, qui sont généralement portés par la puissance publique. Donc, c'est typiquement des investissements qui sont portés par les États. Donc tu parlais des risques tout à l'heure, ouais. C'est ça. Donc, voilà, le nucléaire, pour l'instant, n'est pas vraiment un sujet sur lequel on peut dire qu'on a des demandes ou des besoins très significatifs. Sur le gaz, passer aujourd'hui pour un pays en développement, passer du charbon au gaz n'a franchement pas beaucoup de sens. Je veux dire, parce que quand on crée une nouvelle infrastructure gazière aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, y compris en Europe, avec la crise énergétique suite à l'invasion d'Ukraine, on recrée des capacités pour accueillir du gaz liquide, etc. Ce sont des infrastructures lourdes, ce sont des infrastructures qui nécessitent 15, 20, 30 ans, voire plus pour être amorties. C'est pas des choses où on se dit tiens allez on veut passer du charbon au gaz, bah tiens allez on va faire du gaz pendant 4-5 ans puis après on passera aux éoliennes. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sont des politiques industrielles sur très longue période. Or aujourd'hui fabriquer des capacités fossiles à des horizons de 20-30 ans, ça n'a pas de sens. Donc, je dirais, à la limite, il vaut mieux conserver sa centrale à charbon pendant 1 ou 2 ans de plus ou 3 ans de plus et passer aux énergies renouvelables que tomber dans cette logique qui, en réalité, est quelque chose qui a été essentiellement diffusé par les compagnies pétrolières pour continuer à faire du business sur la partie gaz. Alors, c'est pas je dis pas que c'est complètement stupide partout tout le temps. Hein. Je pense que notamment dans certains pays, par exemple européens, je pense à la Pologne par exemple, avoir une phase intermédiaire dans laquelle on utilise du gaz pour une partie de la production électrique n'est pas idiote. Ça peut être un passage intéressant. Mais franchement, dans les pays émergents où aujourd'hui la problématique c'est pas une transformation du mode de production. La problématique dans les pays émergents aujourd'hui, c'est l'accès à l'électricité. On est dans un monde où il y a 2 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. En Inde, il y a la moitié de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va donner l'accès à l'électricité à ces populations-là? Et est-ce qu'on va leur donner l'accès directement à travers des énergies propres ou est-ce qu'on va passer par des énergies fossiles sur le passage? C'est ça la véritable question. Sur l'évolution du secteur. Donc tu disais que ça faisait 10 ans maintenant que vous aviez créé Mirova via la Natixis. Comment c'était accueilli au tout début? Je reviens un peu en arrière. Comment c'était accueilli au tout début et comment maintenant tu vois l'évolution de ce secteur-là sur ces enjeux? Alors bon, il y a deux réponses. D'abord, comment ça a été accueilli à l'intérieur de Natixis? Moi, je remercie toujours Natixis de nous avoir donné cette chance-là. Enfin, ça a été quand même, voilà, c'est une boîte qui accepte, qui est très très ouvert à l'intrapreneuriat et aux idées nouvelles. Bon, voilà, ils ont fait confiance à mon équipe pour se lancer là-dedans. Est-ce qu'ils avaient une vision est-ce que ça va se développer beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils nous ont laissé les mains libres pour développer cette activité-là, et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, plus globalement sur le marché et la réaction du marché par rapport à ça, je crois qu'on est dans un grand système en fait. Hein. Le système financier est un système très très complexe, très très structuré, avec beaucoup d'acteurs, des interactions très très importantes. Un système de ce type-là. Quand il est, j'allais dire attaqué, mais enfin disons quand il est titillé quelque part par une espèce de stimulus qui vient lui dire attention tu devrais changer, il réagit comme tout système. Et la réaction de ce système, il est passé par différentes phases. Hein. La première phase, c'est un peu la phase du moustique. Hein. C'est
ça n'a pas d'importance. On balaye ça d'un revers de main. Donc la première phase est plutôt une phase d'indifférence, voire de mépris. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose sans importance? Et je crois qu'on a eu cette phase-là pendant un certain temps. La deuxième phase de réaction du système, c'est plus complexe, c'est plutôt une phase de procès en compétence. C'est ok, ce que vous faites, c'est pas vraiment de la finance. C'est bien gentil, mais vous regardez les petites fleurs et les petits oiseaux, mais en fait, vous allez détruire de la valeur financière. Vous n'êtes pas dans le même monde que nous. Donc, très bien, faites-le, restez à l'écart, mais ce n'est pas de la vraie finance. Donc ça, c'est la deuxième étape, qui a duré un certain temps, et donc c'est toute une période où on nous a posé en permanence la question, mais est-ce que c'est vraiment compatible? Est-ce que vous pouvez vraiment créer de la performance financière avec ce que vous faites, etc. Et puis, il y a une troisième phase, qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une phase, je dirais, de digestion. Où là, le système se dit, ce stimulus-là, il est fait pour durer. Je ne vais pas m'en débarrasser. Non seulement il est fait pour durer, mais il est en train d'augmenter, de prendre une place de plus en plus importante. Et donc, ça ne me sert à rien de continuer à lutter contre ce nouvel entrant. Et donc, je vais l'absorber. Je vais le digérer. Et c'est la fameuse maxime, quand quelque chose vous échappe, feignez d'en être les organisateurs. Et donc, le marché se dit, le système se dit, l'ESG, c'est moi aussi j'en fais. Et donc, finalement, les pionniers, ceux qui veulent être le plus en avant, on leur dit c'est très bien, mais en fait nous aussi on fait. Donc ça y est, ça s'est généralisé, donc votre rôle n'existe plus, puisque de toute façon maintenant, ça y est, c'est terminé. On a fait du mainstreaming, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on a généralisé l'ESG à l'ensemble. Et ça, évidemment, c'est très compliqué à analyser, parce que ça a des côtés extrêmement positifs. Parce que vous pouvez pas dire non, je veux rester dans ma niche, je veux que ça reste petit. Non, c'est idiot. Enfin, l'objectif quand même au bout du bout, c'est quand même que ça se généralise. C'est quand même pour ça qu'on a travaillé ces 10 dernières années. Donc d'un certain côté, t'es obligé de dire oui, on est content que ça se généralise. Et en même temps, cette généralisation, elle se fait au prix de beaucoup de greenwashing, beaucoup de passagers clandestins, c'est-à-dire d'entités qui disent je fais alors qu'ils ne font pas, ou je fais alors qu'ils le font mais sur une toute petite partie de leur business et pas sur le reste. Et donc il y a ce combat qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est ça la difficulté du moment, c'est d'avoir un système qui essaye de digérer et en même temps aussi en parallèle des attaques extrêmement fortes, comme tu as sans doute dû le voir, avec des attaques contre l'ESG qui sont très très fortes de la part de notamment de certains, la partie radicale des républicains aux États-Unis qui disent l'ESG c'est dangereux, l'ESG ça va détruire notre business, l'ESG ce sont des extrémistes de gauche, hein, donc il faut les combattre. Donc l'État du Texas qui dit je vais interdire, je vais boycotter les sociétés de gestion qui veulent pas mettre de pétrole dans leur portefeuille. Donc voilà aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Hein. Donc à la fois une espèce de digestion par le système et puis des attaques très fortes qui viennent saper en fait la pertinence de ce mouvement, de tout ce mouvement d'investissement responsable. Ah, donc mais on entre dans le dur, je dirais. Et c'est finalement voilà, c'est positif de toute façon. C'est heureusement mieux vaut être là qu'il y a, comme tu disais, il y a 10 ans. C'est mieux qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que la bataille, j'ai l'habitude de dire, voilà, on a gagné la bataille culturelle. La bataille culturelle est gagnée. Maintenant, c'est vrai que on rentre dans le difficile. C'est un peu comme sur le changement climatique. Il n'y a plus de bataille avec les climato-sceptiques. La bataille culturelle sur le climat est gagnée. On sait qu'il y a un problème de changement climatique. Et maintenant, le problème, c'est transporté sur comment on fait pour le résoudre. Donc voilà, les choses évoluent, elles sont et il faut aussi s'adapter du coup quand on veut avoir un impact par rapport à cette évolution. Ça tombe bien, j'avais cette question-là justement sur la manière dont les autres pays, les pays hors Europe, parce que j'imagine qu'en Europe on est assez leader sur ces sujets-là, en France ou Europe, je sais pas, mais sur les États-Unis, sur la Chine, etc. Comment les convaincre d'aller sur ce type d'investissement?
en fait, la situation est très très différente. Et il se trouve que j'ai voyagé un peu ces derniers temps aux États-Unis, en Asie, pour voir nos équipes. Et en fait, c'est vrai qu'on a des situations qui sont très très marquées, très différentes sur les trois continents. Euh, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui, la situation, c'est quoi? C'est les gens globalement, majoritairement, pensent que c'est la technologie qui va nous sauver. C'est le sentiment le dominant. Et donc, c'est assez intéressant parce que ce sentiment-là, il regroupe des gens qui s'opposent beaucoup sur beaucoup d'autres sujets aux États-Unis. C'est-à-dire que il y a une polarisation politique extrêmement forte aux États-Unis aujourd'hui. Hein, on l'a vu, on le voit avec les élections mid-term aux États-Unis en ce moment, etc. Donc, il y a une très forte polarisation entre républicains et démocrates. Et en même temps, sur cette question de la technologie va nous sauver, vous avez une espèce d'alliance objective entre le gouverneur du Texas et la Silicon Valley. Parce que d'un côté, le gouverneur du Texas, il veut continuer à extraire du pétrole, et donc il se dit, qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est la technologie qui va absorber le CO2, vous savez, c'est tout ce qui est capture du carbone. Donc, en gros, on dit, on va continuer à extraire du pétrole, on va continuer à le brûler, mais on va réussir à absorber le carbone et on va le remettre sous la terre. Donc, on va faire une espèce de cercle. Et donc, ça permet de continuer le business as usual de l'industrie pétrolière. Donc, du côté des Texans, ils sont contents avec ça. Mais du côté de la Silicon Valley, ils sont contents aussi parce que c'est des nouvelles technologies. Et c'est eux qui développent ces technologies de capture, etc. Et donc, il y a une espèce de conjonction un peu positive entre les tenants du business plutôt californien et puis les tenants du business ancien plutôt sud des États-Unis avec cette idée. Donc on va découvrir des choses qui vont nous permettre de continuer de garder le même niveau de vie, le même type de consommation, le même type de comportement. C'est la fameuse phrase The American way of life is not negotiable. Hein, c'est pas négociable. On a notre mode de vie, on va le garder. Et donc, si tu as ça comme idée, si c'est ça que tu penses qu'effectivement c'est la technologie qui va nous sauver, alors objectivement, l'ESG c'est pas trop la meilleure façon d'y arriver, quoi. Hein. Il vaut mieux avoir comme objectif innovation, performance, etc. Enfin, c'est donc mettre le maximum d'argent sur la fusion nucléaire, la direct air capture, c'est-à-dire capter directement le CO2 de l'air, enfin toutes ces grands rêves du futur, l'espace, enfin je ne sais quoi. Donc c'est l'avenir en mode Elon Musk, voilà. Et donc ça c'est quand même très incompatible, on va dire, avec une vision ESG qui est une vision plus raisonnable du monde, on va dire. Ça, c'est la vision américaine. Je caricature un tout petit peu, mais c'est juste pour montrer un peu les différentes visions qu'on peut avoir. En Europe, on est sur une situation. Donc du coup, aux États-Unis, l'ESG, qu'est-ce qu'on s'en sert pour quoi? On s'en sert pour se dire, je regarde l'ESG uniquement si c'est bon pour les finances de l'entreprise. C'est la matérialité financière. Je crois à la techno, et donc je prends l'ESG uniquement pour ce qui est intéressant pour la techno, c'est-à-dire la matérialité financière. En Europe, c'est assez différent. On a un marché qui est complètement drivé, complètement dominé par la réglementation. C'est la réglementation aujourd'hui qui structure. Donc on a ce côté un peu... donc c'est le Green Deal, c'est tout ce que je disais tout à l'heure sur la réglementation européenne, sur la finance durable, les classifications, etc. Donc si aujourd'hui tu parles à des financiers durables européens, des gérants d'investissement responsables, au bout de 3 minutes, ils vont te parler de réglementation. C'est ça qui structure le marché. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. C'est un peu trop caricatural, il me semble, parce que des fois, à un moment donné, on arrive à une telle complexité réglementaire qu'on finit par oublier presque pourquoi on le fait, quels sont les fondements de tout ça. Puis alors en Asie, on est dans une situation encore différente en Asie, c'est que vraiment l'aspect développement économique et performance économique et performance financière reste dominante. Donc on peut réussir à parler de SG en Asie, mais il faut immédiatement dire que ça va permettre de faire plus de croissance, plus de développement, plus de performance financière, sinon ça ne fonctionne pas.
Bon, voilà, c'est un peu des caricatures que je fais là. Il y a des mix évidemment, et il y a des fois des Européens qui se comportent comme des Américains et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a ces trois idées-là. Donc l'ESG face à la performance économique, l'ESG face à la régulation, l'ESG face à la technologie. Et c'est à travers ces trois grands sujets qu'on doit essayer de construire un peu notre offre future. Comment est-ce que tu vois du coup ce futur-là? Avant de parler de ton livre qui m'intéresse aussi, qu'on puisse embrayer sur le sujet américain. Je crois qu'il faut poursuivre. Voilà, nous on s'est dit on voit les 10 ans qui viennent. Donc on célèbre nos 10 ans là, le 21. Voilà, c'est le 21 novembre, c'est notre 10e anniversaire de la marque Mirova, et on se dit voilà, qu'est-ce qu'on fait sur les 10 ans qui viennent? Comment est-ce qu'on peut continuer à être utile au développement du marché, sachant que on gère moins de 30 milliards d'euros et que c'est à la fois beaucoup et presque rien. C'est-à-dire que comparé aux géants mondiaux, Amundi c'est plus que 1200, presque 2000 milliards. BlackRock c'est plus de 10 000 milliards. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des ordres de grandeur qui sont pas les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à être utile? Notre stratégie elle reste axée pour moi sur trois idées que j'ai déjà donné tout à l'heure. C'est l'impact. On veut continuer à faire de l'impact. C'est ça notre élément clé. C'est pas facile. Se dire on est 100% impact, pas 80%, pas 70, pas 90. On va être 100% impact. C'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut faire des choix en permanence, rester toujours en avance. Et puis le deuxième point clé, c'est penser global. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les marchés émergents. Il faut comprendre que ces sujets sont globaux et que donc il faut allouer l'argent de façon mondiale, de façon globale. Puis le troisième sujet, c'est se réarmer en permanence au niveau intellectuel et méthodologique. Les choses évoluent, il y a de plus en plus de données disponibles. On est, franchement, enseveli sous les données. Et elles sont pas toutes de bonne qualité. Elles sont différentes, il faut les comprendre, il faut les analyser. Et je crois que on a construit au début l'investissement responsable sur la base justement des méthodologies, comment on mesure l'empreinte carbone d'un portefeuille, comment on fait de l'analyse ESG. Maintenant, il faut continuer à avancer là-dedans, se réarmer d'un point de vue méthodologique, peut-être avec du digital, de l'intelligence artificielle, enfin, de l'utilisation de données venant de satellites. Il faut être ouvert à ça. Je pense qu'il faut construire cette finance responsable de demain aussi. Voilà, c'est un peu les trois idées que j'ai sur les 10 prochaines années. Avant de passer aux questions de fin, je voulais parler également de ton livre, le livre que tu as sorti récemment, Un discours sur l'état de l'Union, qui m'a passionné, honnêtement, que tu m'as partagé en amont, bien entendu, de l'échange, et qui m'a passionné. Donc, dans ce livre-là, pour faire un petit topo avant d'en parler plus précisément sur les questions que je peux avoir, t'imagines dans cette fiction le discours donc sur l'état de l'Union. Donc, c'est le discours annuel du président des États-Unis devant le Sénat et la Chambre des représentants, si je me trompe pas. Mais cette fois-ci en 2034. C'est donc, ça. Dans 12 ans, au moment où je parle, peut-être dans moins, ou si quand vous écouterez cet épisode dans les prochaines années, avec plein de changements, plein de Greta Thunberg qui est devenue Premier ministre de son pays, des taxes carbone qui sont venues mettre en place en 2025, je crois. Est-ce que tu peux me décrire déjà, avant de parler de exactement ce que tu racontes dans ce livre, enfin non, en fait ça fait partie également de ce que tu racontes, quelles sont les étapes par lesquelles le monde serait passé pour arriver jusqu'en 2034, avant ce discours-là du président des États-Unis? Je crois que ce que j'essaie de décrire, c'est que le monde, pour résoudre le changement climatique, suit trois grandes pistes. La première piste, c'est ce dont je viens de parler, la technologie. Trouvons toutes les technos qui permettent de régler notre problème. On a créé un problème, comment est-ce qu'on arrive à le régler avec la technologie? Ça, c'est la première avenue, le premier axe. Le deuxième axe, c'est le changement de nos comportements. C'est de dire, vivons différemment. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la sobriété, manger moins de viande, prendre moins l'avion, et donc réduire notre
notre dépendance à la fois aux énergies fossiles, mais aussi à la matière, de façon générale, l'utilisation de matière. Et donc, on utilise 3 planètes aujourd'hui, donc essayer de revenir à l'utilisation d'une planète. Ça, c'est la deuxième avenue qui est très difficile, hein, parce que elle implique des renoncements et des changements forts de comportement. Et puis, la troisième avenue, ça a été la collaboration internationale. C'est tout ce qui tourne autour des COP, et donc c'est essayons ensemble de trouver des solutions pour réduire. Donc vous voyez, quand tu es dirigeant d'un pays, c'est les 3 cartes que tu as à ta disposition. Mettre de l'argent sur l'innovation, dire à tes citoyens il faut que vous changiez de comportement, ou essayer de mettre le paquet sur la collaboration donc les instances internationales. Or, voilà, le constat. Déjà aujourd'hui, mais le constat que je fais par anticipation en 2034, c'est que aucune de ces avenues n'aboutit à un résultat réellement efficace. C'est que la technologie, oui, elle permet de trouver des solutions, mais en même temps, elle crée de nouveaux problèmes. Et elle continue à nous faire utiliser beaucoup de matière, etc. Et donc, c'est un peu une fuite en avant. Donc, ça, c'est le premier élément. Le changement des comportements, on le fait, on va le faire, on y arrive, mais c'est douloureux et on a l'impression de faire des efforts et on se rend compte que ces efforts-là aboutissent à des résultats qui sont illimités et donc, c'est extrêmement frustrant. Et la collaboration internationale, on voit où elle en est aujourd'hui, mais alors je l'imagine encore plus en 2034 comme une situation plutôt d'échec de la collaboration internationale, parce que finalement aujourd'hui on est dans un monde où les pays, au lieu de se dire qu'il faut collaborer, sont en train de penser au coup d'après et se dire le monde dans lequel on va vivre demain va être un monde de plus en plus compétitif, de plus en plus difficile, et il faut au contraire qu'on se réarme pour être plus égoïste en quelque sorte et se préparer à ce monde plus dur de demain plutôt que de collaborer. Et donc, si on se dit, OK, ces 3 avenues n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est ça le thème du bouquin, et avec une idée qui est que en tout temps, les riches et les puissants ont essayé de trouver une solution à leurs problèmes. Essayer de ne pas souffrir, enfin de laisser les autres, les pauvres souffrir et de eux se prémunir des problèmes. Et généralement, de toute l'histoire de l'humanité, les 2 stratégies les plus évidentes pour se prémunir des dangers, ça a été fuir ou se barricader. Donc c'est fuir les épidémies, aller plus loin, aller dans des endroits où quand on a la capacité, la possibilité de voyager, ou se barricader, mettre des murs, c'est les châteaux forts. Hein. Et aujourd'hui, face au changement climatique, ces 2 stratégies-là, elles fonctionnent pas en fait. Parce que fuir le changement climatique, il est partout. On le voit bien. On pensait que l'Europe était un peu privilégiée en train de se rendre compte que le changement climatique est 2 fois plus fort en Europe qu'ailleurs. Donc la fuite n'a pas beaucoup de sens. Et se barricader encore moins, parce que les flux, notamment de population, vont être massifs et qu'on ne pourra pas se barricader. Donc les 2 stratégies un peu classiques, historiques, des riches et des puissants ne vont pas fonctionner. Et donc je me suis posé la question, ok, voilà. C'est quoi la stratégie des riches et des puissants demain pour répondre à ce dilemme et essayer malgré tout de s'en sortir? Et c'est passionnant honnêtement. Il y a 2 grosses chutes dans le livre qui me font sourire maintenant, mais qui sont très sérieuses sur le moment. On peut en parler aussi, mais je voulais savoir plus. Comme ça, je laisserai aussi l'envie aux auditeurs et auditrices d'aller acheter ton livre, de le découvrir, etc. Parce que ces 2 grosses chutes sont assez fortes, exactement. Mais je vous conseille vraiment, honnêtement, de lire ce livre-là. Tu parlais de ces 3 piliers-là, et sur également les bonnes stratégies pour des stratégies entre guillemets des puissants. Comment faire en sorte qu'on n'aille pas sur ces 3 stratégies-là, parce que vu le monde que tu dépeins en 2034, honnêtement, il donne pas trop envie, quoi. Je crois que sur les 3 axes dont on vient de parler, très honnêtement, je crois que la collaboration internationale, c'est probablement la plus difficile aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à imaginer une relance de la collaboration internationale, parce que la situation géopolitique aujourd'hui est devenue
tellement tendu, tellement complexe, avec des régimes autocratiques qui sont en train de dominer quand même une grosse partie de la planète, avec ce qu'on voit en Chine, avec ce qu'on voit en Russie, en Turquie, ailleurs. Alors il y a quelques lumières comme les élections au Brésil, mais bon, c'est quand même très 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 fragile tout ça. Et donc on est dans un monde où c'est vrai que le degré d'égoïsme a augmenté de façon extrêmement forte ces dernières années. Et à court terme, je ne vois pas trop qu'est-ce qui pourrait renverser la balance dans l'autre sens. Donc je crois beaucoup plus aujourd'hui effectivement à l'évolution du monde économique d'un côté et sans doute à l'évolution des sociétés civiles de l'autre pour faire bouger les choses. Donc c'est les deux autres axes. Et même si on ne croit pas à la technologie, je pense qu'on peut croire à l'économie, ou en tout cas à la transformation du monde économique. Parce que celui-là, il a une certaine puissance quand même. Quand les choses commencent, il y a une espèce de rouleau compresseur qui peut être assez fort, assez puissant. Enfin, on le voit typiquement sur le véhicule électrique, même si on peut dire plein de choses du véhicule électrique, c'est sans doute pas la solution unique et qu'il faudrait plutôt avoir moins de voitures. Mais malgré tout, si on regarde ce sujet-là, on voit quand même que l'évolution va se faire dans les 10-15 années qui viennent. On va changer complètement notre mode de production. Donc la capacité de l'économie à se réinventer me paraît être un élément, un levier qu'il faut continuer à actionner et qui est potentiellement plus facile, plus consensuel que les discussions entre pays telles qu'elles sont aujourd'hui dans les discussions internationales. Et puis il y a la société civile et les mouvements qu'on voit fleurir partout, y compris de contestation. Et je crois que cette société civile peut jouer un rôle important. Je crois que si on revient à la finance durable, deux mots pour conclure ce point-là, c'est que la finance durable ne change pas le monde. La finance ne change pas le monde. Et ça n'a jamais été le cas. La finance responsable a réussi à faire des choses intéressantes quand elle était complètement connectée à l'évolution de la société civile et souvent des gouvernements. Ce qui s'est passé, il y a l'exemple très 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 connu de l'Afrique du Sud, où en fait ce qui a fait chuter le régime de l'apartheid aux États-Unis, en Afrique du Sud, pardon, c'est le fait que beaucoup d'investisseurs ont arrêté d'investir dans les entreprises qui avaient du business en Afrique du Sud. Hein. Et ça, donc ça veut dire que si on regarde ça juste sur la fin, sur les derniers moments de ce régime, on se dit c'est super, c'est la finance qui a fait tomber le régime. Mais non, parce que la finance, elle est venue après des manifestations dans les villes, dans les universités américaines, avec beaucoup d'étudiants qui se sont mobilisés sur le sujet, avec les mouvements qui a eu lieu en Afrique du Sud même, avec Mandela, etc. Donc, ce sont ces mouvements citoyens, sociaux, qui ont créé la dynamique. Et à un moment donné, la puissance de l'économie, la puissance de la finance fait qu'on arrive à régler le problème. Et donc c'est un peu ce type de combinaison. J'ai l'habitude de dire que la solution viendra si on arrive à avoir des gens qui essayent de changer le monde de l'intérieur, c'est ce que je pense essayer de faire, et que ces gens-là construisent un pont avec ceux qui veulent faire la révolution à l'extérieur. Et si on arrive à faire cette combinaison-là, entre ceux qui changent de l'intérieur et ceux qui font la révolution de l'intérieur, et qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut travailler ensemble, c'est le philosophe Bernard Stiegler qui m'a inspiré ça, parce qu'il me disait, il faut faire une collaboration, une coalition qui aille des zadistes jusqu'aux banquiers. Et voilà. Et je crois que si on arrive à faire ça, alors les avenues dont je parlais tout à l'heure deviennent des avenues possibles et exploitables. Philippe, je voulais terminer par les 3 questions de fin, en terminant sur ces bonnes paroles aujourd'hui, en commençant par un contenu à partager qui t'a marqué. Bon, qui m'a marqué, franchement, le plus simple, je vais te donner, c'est le dernier livre que j'ai lu, comme ça, moi, ça sera assez frais dans mon esprit. Je l'ai terminé lundi matin. Ça s'appelle Nous étions des loups, de Sandrine Colette, et je trouve que c'est très beau parce que ça parle de la nature. Mais ça parle pas. Très souvent, on parle aujourd'hui de la nature comme quelque chose un peu de
totémiser, de mystifier, de c'est très beau, il faut la sauvegarder, etc. Là, ça parle d'une nature qui est qui peut être très méchante, très hostile, qui ne se soucie pas beaucoup trop des sentiments humains, mais qui est belle aussi, mais qui peut être hostile. Et à l'intérieur de cette nature-là, il y a une naissance progressivement dans le bouquin de quelque chose qui, moi, me semble transcender la nature. C'est une certaine humanité. Donc, je trouvais ça beau. Je partagerai bien entendu le lien du contenu. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Une action. Moi, je vais citer, parce que un peu pour être polémique, je vais citer les actions de ces activistes qui se collent les mains aux toiles de maître dans les musées. Non pas parce que je pense que c'est la façon de régler la solution, parce que probablement ça l'est pas. Mais j'en parle parce que je trouve que les réactions face à ces actions-là sont extrêmement exagérées, déraisonnables, et qu'elles créent du conflit. Et que ce qui crée du conflit aujourd'hui, c'est plus les réactions à ces actions que ces actions elles-mêmes. Et que très souvent, c'est un peu une facilité pour les gens du système en place de pointer du doigt des actions radicales, parce que ça permet de focaliser en fait en quelque sorte l'attention sur ces actions radicales, et du coup de ne pas parler du fond, qui est le fait qu'on a besoin de transformer la société. Je suis bien d'accord. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Alors bon, il y en a plein. Je suis en train de faire un livre d'entretien avec Dominique Bourg. Bon, ça pourrait être je pense une belle discussion, par exemple. Parfait. Je contacterai. Merci beaucoup pour ton temps. Si on souhaite te retrouver, vous retrouver Mirova, comment est-ce qu'on peut le faire? Mirova.com. C'est plutôt facile. Et toi, du coup, je vous conseille également de suivre Philippe sur LinkedIn, qui est aussi très impactant au quotidien sur ces enjeux-là. Merci beaucoup, Philippe, pour ton temps. Merci beaucoup pour toute la science que tu nous as donnée aujourd'hui.